La vérité si je m'en plu, le podcast qui en finit avec les clichés sur les séfarades, par Elisa Azegui-Burlac et Myriam Levin pour RCJ. On ne présente plus Johan Sfar, mais on va le présenter quand même. Dessinateur, auteur, réalisateur, instagrammeur, Johan Sfar se passionne avant tout pour le monde qui l'entoure, il l'interroge et apporte même quelques réponses, parce que selon ses propres mots, mieux vaut écrire que cogner. Ses origines juives algériennes ont imprimé toutes les pages de son célèbre Chat du rabbin, et on retrouve des bouts de cette histoire séfarade dans sa BD La Synagogue. Mais son identité méditerranéenne, de quoi est-elle faite? Et d'ailleurs, qu'a-t-il reçu de cette mémoire? Avec Johan Sfar, nous partons explorer un judaïsme souvent caricaturé parce que méconnu, celui des séfarades, ces juifs qui ont vécu en terre arabe. Bienvenue dans La vérité si je m'en plu. Bonjour Johan Sfar. Bonjour. On est là pour parler en grande partie de vos racines algériennes, donc je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet et de nous parler de l'Algérie, où vous n'êtes pas né, vous n'y avez jamais voyagé, donc c'est à travers l'histoire de votre grand-mère et de votre père que nous pouvons retourner dans ce passé. Est-ce que vous pouvez nous présenter leur histoire, celle de votre père et celle de votre grand-mère? Alors au sujet de ma famille paternelle, je peux raconter ce que je sais. Et le principe d'écriture du Chat du rabbin, ça a été de travailler sur les souvenirs des récits de ma grand-mère, qui était un petit peu... Elle s'appelait Esther Malka, c'était un personnage haut en couleur, qui avait toujours 1000 histoires à raconter, qui régnait sur 5 enfants et 27 petits-enfants et arrière-petits-enfants, et qui avait un petit peu plus d'autorité que Vito Corleone dans Le Parrain. Et si on veut éviter les clichés sur l'Algérie et les pieds noirs, là on est mal, parce que ma grand-mère c'était Marthe Villalonga fois 1000 dans Un éléphant ça trompe énormément, en version juive. Elle racontait très bien, et je ne sais pas ce qui est vrai ou pas vrai dans ce qu'elle racontait. Donc, voilà, on va faire de ce qu'il y avait de plus récent chez moi. Voilà. Mon père est né en 1933 à Sétif, dans une famille de 5 frères et sœurs. Il s'est passionné dès très jeune pour le droit parce que c'est la ville des massacres de Sétif. C'est la ville où, dans son enfance, il a vu un arabe sauvé par son avocat, ce qui n'était pas très fréquent à l'époque. Et il s'est dit, je veux devenir avocat pour apporter la justice. Il y a toute cette bizarrerie autour du nom de Sfar, du nom de mon grand-père paternel, parce qu'il y a très peu de Sfar juifs. Les juifs s'appellent Safar, souvent. Sfar, c'est très souvent des musulmans. Donc, on m'avait beaucoup dit, nos ancêtres ont arabisé leur nom pour des raisons commerciales. De la même manière que les berbères s'arabisent pour avoir du boulot, il semble que les juifs aient fait pareil pendant le 19e siècle. Depuis, un cousin m'a dit non, on a vu des arbres généalogiques, il y avait des Sfars en Algérie depuis très très longtemps. Donc voilà, j'en sais pas davantage sur cette famille. Je sais qu'ils étaient à Sétif, je sais que sans doute pendant longtemps ils ont vécu dans la même maison. Et voilà, j'en sais pas beaucoup plus. C'était quel genre de famille? Est-ce que c'était une famille bourgeoise? Est-ce qu'il y avait plein de juifs différents en Algérie? Oui, c'est vrai. La famille de mon père a grandi dans la grande pauvreté du fait du décès du grand-père. Et ma grand-mère avait une petite bonnetterie. Et mon père, dès l'âge de 12 ans, a travaillé dans des usines à porter des caisses et des trucs comme ça. Et pendant ce temps, il poursuivait sa scolarité parce que ma grand-mère avait cette fascination du mérite républicain et elle souhaitait faire de chacun de ses enfants un grand quelque chose. Et comme elle écrivait, elle parlait très bien le français, mais elle n'avait pas fait d'études. Donc elle exigeait que les leçons soient redites à la syllabe près, sinon c'était la babouche. Et ça aussi, c'est intéressant parce que, en tout cas dans le cadre de ma famille paternelle, c'était des pauvres. Mais c'était des pauvres perfusés à la culture française, laïque, républicaine. Enfin, moi je veux bien qu'aujourd'hui on fasse des coquetteries en disant quand le décret Crémieux est arrivé, les juifs ne l'avaient pas demandé, les pauvres, ils ont été obligés de trahir. Enfin, ils étaient ravis d'être devenus français, ils étaient ravis de jouer la fiction selon laquelle ils auraient été français depuis toujours, ils la surjouaient même. Et la blessure de l'abrogation du décret Crémieux pendant la Deuxième Guerre mondiale a été d'autant plus vivace parce que une fois encore dans l'histoire, les pessimistes ont eu raison. C'est-à-dire que cette nationalité française qui a été donnée, elle a été reprise aussi facilement. Voilà. Mais enfin, moi je trouve que dans le confort de Paris aujourd'hui, venir dire que le décret Crémieux a été une malédiction, parce que j'entends beaucoup de jeunes gens le dire en faisant les malins parce qu'ils veulent s'inventer je ne sais quelle lutte, c'est sacrément malhonnête. Votre père, il vous en parlait de ce décret Crémieux, à la fois de la chance que ça avait été pour les Juifs et du malheur que ça a été qu'il soit abrogé?
Ah oui, absolument. Mon père a été un des fondateurs de la radio juive de Nice, comment ça s'appelle ? Radio Shalom Nitzan, et il faisait toutes les semaines une émission sur l'histoire des Juifs. Et alors, évidemment, les Juifs de Maghreb, ça l'a beaucoup intéressé, et il était passionné par tous les moments de l'histoire où les Juifs ont pris des coups de pied aux fesses, et tous les moments où ils ont dû partir de l'endroit où ils se trouvaient. Il y avait deux espèces de fantasmes chez mon père et qui pouvaient parfaitement cohabiter. Le premier, c'est une admiration sans borne pour les institutions républicaines. Tout ce qui touchait aux institutions judiciaires, aux institutions sociales françaises, il trouvait ça extraordinaire. Et il connaissait tout ça par cœur, pas seulement en avocat, mais aussi vraiment en croyant. C'est un type qui croyait à ça. Et paradoxalement et parallèlement, il était profondément sioniste. C'était un anticolonialiste, favorable aux nationalistes arabes et profondément sioniste. Aujourd'hui, on ne le comprend pas. À l'époque, c'était pour lui parfaitement logique. Il y avait eu de grands empires, l'Empire ottoman, l'Empire britannique, qui avaient laissé exsangues des populations qui voulaient accéder à leur indépendance. Et d'ailleurs, la manière dont mon père enseignait, puisqu'il me l'enseignait, et le sionisme et le nationalisme arabe, il disait c'est très simple, les sionistes ont tiré toutes leurs idées des socialistes italiens de la fin du 19e siècle, et Yasser Arafat a écrit que le projet national palestinien est né en voyant ce que faisaient les premiers sionistes. Donc il y a une logique que les peuples de toutes les régions du monde, conjointement, aient envie chacun de s'autodéterminer. Donc il fait partie de ces gens qui étaient à la fois intraitables quand il était question d'Israël, et pour cette raison-là, il était sensible aux revendications arabes d'indépendance, d'autodétermination, et il tenait un discours qui aujourd'hui serait sans doute peu audible, mais il rêvait de 2 États qui vivent en bonne intelligence, il rêvait d'une solution globale dans la région, et il avait la sagesse de dire le jour où les Américains et les Russes le voudront, ça adviendra. Est-ce qu'il y avait une nostalgie de l'Algérie chez vous ? Est-ce que c'est quelque chose dont il parlait avec émotion ? Quelles images ils vous ont transmis ? Mon père n'était pas très nostalgique, d'abord parce qu'il est né dans la grande pauvreté en Algérie. Il y a vu, quand il est enfant, il entend les bombardements de la marine française sur la ville arabe. Il a les échos et des émeutes qu'il y a eu pendant lesquelles les Arabes tuaient des colons, les colons tuaient des Arabes. Quand il y avait des Juifs, on s'en prenait à eux. Il sait très bien qu'en 1900, la marque d'anisette qui se vendait le plus à Alger s'appelait l'anti-juif. Enfin, il est nostalgique de rien de tout ça. Et pour le dire autrement, il m'a pas élevé dans une grande passion pour le Maghreb. Il connaissait bien, c'était chez lui, il était là-dedans, mais en tout cas, il n'avait pas de fascination. L'orientalisme, c'était pas son truc. Mon père, c'était Don Draper, c'est-à-dire que quand il y a eu ma mère, il y a eu sans doute une brève période où il a été fidèle à quelqu'un, encore que j'en sais rien. Le reste du temps, il fréquentait 10 personnes à la fois, elles étaient toutes top modèles, il avait son bateau, il avait sa nouvelle Alfa Romeo tous les 2 ans, la plupart de ses clients ressemblaient à Tony Soprano. Enfin, c'était vraiment le héros de film. Donc pourquoi il aurait voulu autre chose ? Je voudrais juste revenir 1 minute sur Nice, parce que vous en parlez beaucoup quand même dans la synagogue, et c'est une ville qui était assez mélangée. En fait, vous avez grandi dans une ville assez mélangée. Est-ce qu'il y avait beaucoup de gens qui arrivaient d'Algérie qui n'étaient pas juifs ? Je pense aux Pieds Noirs notamment, je pense à des Algériens d'Algérie. À quel moment, vous avez senti que c'était pas tout à fait la même histoire algérienne ? Moi, je vais être très, très honnête avec vous. L'Algérie, j'en avais absolument rien à faire avant de commencer le Chat du Rabbin. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé être juif, des petits, et mes fascinations, c'était le judaïsme ashkénaze, intellectuel, anti-religieux, tout ce qu'on veut. Et le judaïsme maghrébin, j'ai grandi dedans, j'ai baigné dedans, on m'en tartinait la figure tout le temps, j'allais à toutes les fêtes, tous les machins, la synagogue. C'était pas mon truc. En plus, Nice n'est pas la ville la moins raciste de France, donc dès que vous avez l'air un peu arabe, c'est quand même pas génial, en tout cas à l'époque où j'y étais. Et au décès de ma grand-mère, qui est intervenu au même moment que la naissance de mon premier enfant, donc ma fille Taoutmina, et la même année où les tours jumelles se sont écroulées et où on nous a prédit le choc des civilisations, là je me suis aperçu que mes origines maghrébines, elles étaient intéressantes parce qu'on avait un judaïsme qui avait l'air arabe, qui venait pas du Proche-Orient, qui était lié à la France et qui pouvait battre en brèche toutes les notions de choc des civilisations, et il y avait moyen de créer un récit enchanteur sur le Maghreb. Mais enfin, il m'a fallu beaucoup de temps pour construire ça. Si on parle des traumatismes familiaux, il y en a un, c'est, en tout cas dans le cas de mon père, c'est le fait de ne pas avoir pu combattre Hitler. C'est cette culpabilité maghrébine, parce que quand il y a un pogrom dans la Russie tsariste, les Juifs subissent,
Et quand bien même voudraient-ils se défendre, ils ne sont pas armés pour, ils ne peuvent rien faire face à des Cosaques. En revanche, à chaque fois qu'il y a eu des pogroms dans le Maghreb, que ce soit au Maroc, en Tunisie ou en Algérie, les Juifs ont répondu violemment. C'est-à-dire que c'était des communautés qui étaient bagarreuses, qui ne se laissaient pas faire. Je ne dis pas que les Ashkénazim se laissaient faire, je suis moitié, ne me faites pas dire ça. Je dis juste que dans le monde ashkénaze, dans un shtetl, on n'est pas armé face à une attaque. Dans le monde séfarade, on est armé face à une attaque. On a, dans le monde juif, on a des truands, on a des boxeurs, on a des policiers, on a des choses comme ça. Donc, mon père était dans l'idée qu'une agression ne devait pas rester sans réponse, et il m'a élevé dans la culpabilité de ne pas avoir pu combattre Hitler. Vraiment, l'événement fondateur de mon enfance, c'est ce voyage en Israël, sans doute dans une mission de l'appel unifié. J'ai 7 ans, on m'emmène au Yad Vashem, mon père me fait passer devant toutes les photos atroces de déportés, et il me dit « Hitler a voulu nous exterminer, il faut que tu fasses des enfants juifs ». Et là-dessus, mon grand-père, ashkénaze, ancien résistant, naturalisé français pour service rendu à la patrie, qui lui a été un vrai guerrier, va à côté de mon père et me dit « Dis à cet imbécile que tes parties génitales ne servent pas à combattre Hitler ». Ça, c'est le moment fondamental de mon enfance, c'est-à-dire j'ai vécu entre la virilité surjouée de mon père qui n'avait jamais combattu et le pacifisme désespéré de mon grand-père qui non seulement avait vu mourir, tuer et réparer trop de gens, puisqu'en plus il était médecin militaire. Alors il disait, moi j'ai passé la guerre à faire des trous avec ma carabine et à les raccommoder le lendemain. Pourquoi finalement, nous on va pas vous lâcher là-dessus, votre plus grand succès quand même à ce jour, le Chat du Rabbin, se passe en Algérie. Et vous disiez qu'avant vous vous en fichiez. Quel a été finalement le déclic? Pourquoi vous avez voulu retourner là-bas, nous emmener avec vous aussi? Vous avez fait découvrir l'Algérie à plein de gens, je pense. Alors il faut que je vous parle de sexualité. Quand j'étais petit, quand je voyais Ivanhoé, je comprenais pas que Lys Taylor puisse pas coucher avec le héros, mais en fait c'est parce qu'elle était juive dans l'histoire, j'avais pas compris. Donc il partait avec la grande blonde. Et quand j'étais petit, j'étais amoureux que de grandes blondes ou de petites blondes parce qu'elles étaient petites à l'école. Et quand je voyais des filles juives, toutes plus jolies, j'imagine, les unes que les autres, vraiment, je voyais la tête de mon père. Puisque comme mon père voulait absolument que je sois avec une fille juive, c'était un beau mec, mon père, mais je voyais quand même la gueule de mon père. Donc, j'avais aucun intérêt pour cette partie de l'espèce humaine, c'est-à-dire la femme juive hétérosexuelle, c'est-à-dire mes cousines, c'est-à-dire les copines du Talmud Torah, et je pouvais pas ne pas voir que tous mes copains qui n'étaient pas juifs montraient un intérêt assez fort pour ces personnes-là, jusqu'à des camarades qui voulaient se convertir au judaïsme. Donc on était obligés de supporter des pénibles qui venaient pour faire leur conversion, passer 1 an à la synagogue de Nice, jusqu'à ce que la nana les quitte, et après ils se convertissaient plus, et ils me reprochaient d'avoir passé 1 an en prière, comme si c'était ma faute. Et je crois qu'il y a eu une envie un petit peu tordue de ma part, quand je me suis mis à dessiner le Chat du Rabbin, en disant... Cette fille, Zlabia, qui ressemble à ma grand-mère quand elle était petite et qui relève pour moi, c'est moi en fille. J'imagine pas Zlabia toute nue. Quand je me masturbe, je pense pas à Zlabia. C'est ma grand-mère. Mais je vois bien que ça surexcite tout le monde. Et je me suis mis à dessiner une fille juive, j'allais dire quand même mes camarades. Et je me suis aperçu que je racontais les histoires de ma grand-mère qui datent des années 20-30 avec une imagerie coloniale, avec l'imagerie de... Et là, je découvre qu'à chaque fois que Delacroix ou des gens moins talentueux que lui veulent faire poser une arabe toute nue, l'arabe veut jamais et il se retrouve avec un modèle juif. Les femmes d'Alger, c'est des juives. Ou alors, les femmes des photos de Lenner et de Landrock, c'est pas des juifs, c'est les tribus Ouled Naïl, mais ce sont des tribus du désert, ce sont pas des gens sédentarisés. Donc il y a un glissement entre l'imagerie coloniale manipulée par un colonisé comme a pu être ma famille, des femmes juives qui ont l'air arabes et un fantasme d'altérité qui pour moi est inépuisable. Est-ce que le Chat du Rabbin, vous diriez que ça vous a permis d'être à nouveau fier de ses origines? Parce que c'est pas que chez vous, j'imagine, mais souvent les séfarades sont pas forcément très fiers de cette histoire. Enfin, je sais pas comment vous vivez ce rapport-là à l'identité séfarade. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez un peu mis sous le tapis jusqu'au Chat du Rabbin ou pas? Mais l'identité séfarade, elle est très compliquée à porter parce que, souvenez-vous, le fils d'Enrico Macias me disait, pendant des années, quand il passait à la télé, on disait il fait de la musique arabo-andalouse. Qu'est-ce que ça veut dire? Il fait de la musique judéo-arabe ou judéo... Bon, même Enrico Macias, on lui cachait sa judéité, alors que c'était pas le plus grand secret, mais on disait arabo-andalouse. Bon. Et ensuite, il y a, avec les meilleures intentions du monde, parce que c'est une population qui est joyeuse, qui aime rire d'elle-même, qui tout ça, on se retrouve avec des œuvres comme La Vérité si je mens
dont je suis le premier à rire, qui sont des films extrêmement réussis et qui sont finalement assez pertinents, mais qui amènent à une caricature de cette communauté-là, qui fait que même en interne, moi j'étais beaucoup plus fier de mes ascendances ashkénazes. Si vous voulez, vous avez quand même beaucoup plus envie d'être l'enfant de Saül Bilo que l'enfant de la vérité si je mens. Bon, sauf que les Séphardim, c'est ceux qui ont amené la Kabbale, c'est ceux qui ont amené une espèce de tolérance vis-à-vis de la Turquie, vis-à-vis de l'Espagne, vis-à-vis de tous les lieux où ils ont été brinque-ballés, et c'est ceux qui ont été capables de vivre en bonne intelligence, et avec des musulmans, et avec des chrétiens, et il y a une part un peu tordue de moi qui pense que si l'État d'Israël avait été fondé par des Séphardim, on se comprendrait mieux avec les pays autour, mais je ne vais pas développer cette thèse, il paraît qu'elle est pas en odeur de sainteté en Israël. Mais je crois qu'on apprend à être fier de cette identité-là. Et j'ai pas fait exprès non plus avec le chat du rabbin. J'ai pas écrit pour des juifs. Je travaille pas comme ça. En tout cas, j'ai écrit pour moi. J'ai fait des blagues qui me faisaient vraiment rire. Et je veux pas jouer l'antiraciste de bas étage parce que je déteste de plus en plus l'antiracisme. J'aime pas les racistes, mais je pense que les antiracistes, c'est la même chose. C'est quand quelqu'un m'annonce j'adore les juifs ou quand quelqu'un me dit qu'il est philosémite. Vraiment, j'ai hâte de retrouver Jean-Marie Le Pen parce que moi, je le comprends. Enfin, je comprends comment il fonctionne. Mais il y a certaines blagues où vraiment on regarde les juifs de haut, où on se fout de leur gueule, où le billet de banque sur le mur, le machin, tout ça. Je me suis trouvé sur plusieurs projets d'adaptation du Chat du Rabbin en film, et à chaque fois avec des scénaristes extraordinaires, mais c'est très compliqué, quand ils sont pas juifs, de faire passer le fait qu'il y a certaines blagues putain, qui me font pas rire, ou je me force à rire pour faire plaisir, ou parce que... Et je fais très attention, parce que quand je dis ça, on va dire, oui, tu sombres dans le wokisme, tu es en train de dire qu'il y a qu'un juif qui peut faire parler des personnages juifs, machin. Je dis rien de tout ça, C'est juste que parfois ça sonne faux, et parfois ça fait pas rire, et je pense que, au même titre que toutes les minorités, on a tellement bien appris à faire semblant de rigoler de blagues qui nous font pas rire, qu'en fait, on est capable de les faire mieux que les autres. Vous savez, quand le gouvernement iranien a lancé un concours de blagues sur la Shoah, il y a un collectif de dessinateurs israéliens qui ont décidé de gagner ce concours. Il y a une question qui est assez brûlante, mais vous en parlez sans le dire. Bon, nous, comme on vous l'a dit, on pense qu'il y a une jeune génération qui arrive, qui s'empare de ces sujets, parce qu'il y a une réflexion identitaire, post-coloniale, etc. Peut-être que c'est une génération qui vous a lu aussi, d'ailleurs, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette question-là de se dire, est-ce qu'un séfarade peut être un juif arabe ? Quelle réponse vous apportez à ça ? Alors, est-ce qu'un séfarade, c'est un juif arabe ? Moi, je trouve que c'est trop facile de dire ça. J'ai eu une très longue discussion là-dessus avec Toufik Hakem, qui est un ami proche, un grand journaliste, et lui adore cette expression. Il adore dire qu'il y a des juifs arabes, parce qu'il dit, voilà, comme ça emmerde tous les nationalistes, et on est frères, etc. À ma connaissance, il n'y a pas beaucoup d'arabes dans le Maghreb. À ma connaissance, le Maghreb, c'est un ramassis d'anciens soldats de Turquie, de l'Empire romain, d'où on veut, qui se sont mis là, et qui ont été arabisés de force, de la même manière qu'on les a ensuite colonisés. Donc, de la même manière qu'à mes yeux, les Algériens sont certainement pas des Arabes, mais des Berbères ou des Berbères arabisés, je vois pas pourquoi les Juifs du Maghreb seraient des Arabes. En revanche, maghrébins, oui. En revanche, il y a un judaïsme maghrébin, oui, d'ascendance ottomane, d'ascendance espagnole, de tout ce qu'on voudra, mais vouloir mettre une estampille arabe pour faire plaisir sur des populations qui, juives ou pas, ne sont pas arabes du tout, je pense qu'il y a une petite facilité de langage. Pour autant, ce sont des populations qui ont été arabophones. Un des plus grands auteurs arabes du Moyen-Âge, c'est Maïmonide. Pour autant, ce sont des populations qui ont voisiné et dans la langue et dans la culture arabe. Alors voilà, il y a ça. Mais moi, je suis autant embêté avec ça que quand je vois aujourd'hui des courants, avec les meilleures intentions du monde, qui essayent d'ethniciser le judaïsme. Il y a une part ethnique dans le judaïsme, c'est une évidence, mais qui essayent de dire nous sommes des Hébreux au sens on sort de la tribu de Dan, on était sous sa tente hier. Or, entre-temps, il y a quand même eu un sacré voyage à l'issue duquel ma grand-mère avait l'air d'une Cosaque et mon grand-père disait c'est parce que des Cosaques ont violé mamie. Voilà. Donc, dans ce contexte-là, la pureté ethnique, on est un peu mal fondé à la chercher. Juste vous, à quel moment vous avez compris que vous n'étiez pas un Français d'origine algérienne comme les autres Français d'origine algérienne ? Moi, je me suis jamais perçu comme un Français d'origine algérienne. Hein. Mais alors, c'était pas... Ça, c'est venu, il a fallu être une grande personne. Hein. Moi, un juif, ça, j'ai tout de suite su, rapport au jambon. Et ensuite, moitié ashkénaze, moitié séfarade, ça oui. C'était... t'es issu d'un couple mixte. C'était ça, hein, le mariage mixte à l'époque, c'était un séfarade, une ashkénaze. Ça, c'était déjà... Pour mes grands-parents ashkénazes, se mettre avec un séfarade, c'était qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Hein. Il a fallu qu'il ramasse pas mal d'infos sur mon père avant d'accepter, parce que c'était pas... ça leur faisait pas extrêmement plaisir. Ils se disaient que c'était des sauvages.
Et je comprends qu'il l'ait pensé, parce qu'on était sur des pratiques assez différentes dans tous les domaines. Voilà. Non. Vous ne viviez pas comme donc d'origine algérienne, vous étiez juste séfarade. Ah oui, je me voyais juif séfarade, je savais que mon père venait d'Algérie, que mon grand-père venait d'Ukraine, mais je me considérais ni ukrainien ni algérien, hein, c'était pas mon truc. Moi j'étais... Et puis même, j'avais pas conscience de mon altérité. Là, quand j'ai dessiné la synagogue, on s'est marré parce que je me voyais une tête de petit français, je mesurais pas à quel point j'avais l'air d'un petit juif ou d'un petit arabe, je sais pas. Et il y a eu une anecdote très drôle, ma coloriste, donc Brigitte Findakli, qui fait tous les chats du rabbin aussi, spontanément me met une couleur. Et je l'appelle, je lui dis, Brigitte, tu m'as fait beaucoup trop bronzer. Et elle me dit, mais je t'ai fait juste la même couleur qu'Azlabia. J'avais pas pensé. Et je suis allé voir des photos de quand j'étais ado, j'étais encore plus bronzé que ça. Parce que forcément, il y a Nice aussi. Mais j'en avais pas conscience. Il y a une place chez vous pour cette culture-là. Parce que, encore une fois, je reviens un peu sur mon obsession à moi, qui est que cette culture est sous-estimée. Notamment quand on est moitié ashkénaze et moitié séfarade. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez vécu à titre personnel, d'avoir une culture qui a écrasé un peu une autre et finalement de voir comment celle-ci revient par des chemins détournés. Alors moi, dans le monde séfarade, j'ai eu beaucoup de guides ou d'inspirateurs. Paskin, le peintre sur lequel j'ai fait tant de pages, c'est un séfarade, il vient de Bulgarie. Albert Cohen, qui a bercé mon adolescence, c'est un séfarade. Comme j'étais obsédé de Kabbale quand j'étais adolescent, j'avais le nez dans Maïmonide, qui expliquait que je crois que si le canal spermiducte se bouche, on a mal. Alors dans ce cas, il est permis de se masturber. Alors ça, à l'époque, ça m'intéressait beaucoup. Il y a un événement dont je me souviens qui est très amusant sur les séphardim. Je suis petit, on est en vacances, on est au village de vacances de Vittel, parce que mon père faisait une cure thermale, et on rencontre Alexandre Arcadi, qui venait de faire le film Le Grand Pardon. Alors, mon père se sentait touché à plus d'un titre, parce que les Zemmour, à l'époque, c'était pas des rigolos, c'était de vrais truands, et ils venaient de Sétif, comme mon père. Donc on savait très bien qui étaient les Zemmour. Et on voit le film Le Grand Pardon, qui est une version fantasmée de mafieux juifs, ce qu'on peut imaginer. Et mon père chope le pauvre Arcadi, qui est un type adorable que je connais depuis, je l'adore, enfin à l'époque je ne connaissais pas, et il lui pourrit son repas. En disant, mais il y a des truands dans tous les pays, il y a des truands italiens, pourquoi vous faites juste des juifs? Vous allez nous attirer de l'antisémitisme, vous allez machin. Je ne sais plus ce qu'a répondu Arcadi. Et mon père, je me rappelle encore de mon père qui lui dit, mais pourquoi vous ne mettez pas des Corses? C'était manifestement plus dangereux. Et ça, là, on voyait une espèce de fierté algérienne de mon père à dire, merde, pour une fois qu'on parle de nous, ça va être les truands. Mais ça, c'est une mythologie que j'aime bien. Après, ni dans ma famille ashkénaze, ni dans ma famille séfarade, on écoutait de musique juive. Ma mère était chanteuse pop, elle a fait des disques chez Eddie Barclay, mon père composait des musiques pour elle, il était fou de jazz. Le titre de gloire de mon père, c'est qu'il avait fait un set avec Sidney Bechet à Alger. Lui, il aimait le jazz, donc il se foutait complètement qu'un artiste soit juif ou pas. Enfin, il n'était pas... c'était pas l'âge identitaire, hein, c'était pas l'âge où on était fier que quelqu'un soit juif ou quelqu'un ne soit pas juif. Donc s'il y avait une culture séfarade, c'était la culture de qu'est-ce qu'on va manger pour Shabbat, quoi. Et c'était la ritualisation du quotidien. Et c'est l'âge où la religion, j'allais dire, je veux pas dire fondamentaliste, mais la religion nous est tombée dessus. Ça n'existait pas à l'époque. À l'époque, on était religieux, mais pas trop. Et soudain, il y a eu un courant dont beaucoup de mes cousins germains ont fait partie, qui s'est mis à prendre le fait religieux beaucoup plus au sérieux. C'est-à-dire que globalement, il y a des juifs séfarades qui se sont mis à se passionner pour le chassidisme. Alors c'était assez étrange parce que finalement, on s'est mis à ressembler à des Lubavitch alors que c'est pas séfarade. Ça a eu un grand succès à Nice. Je ne sais pas si c'est parti de Nice, mais à Nice, c'était très vivace. Et vous, qu'est-ce que vous dites à vos enfants maintenant? Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez avec eux? Que ce soit la musique, la nourriture, l'Algérie? Moi, j'ai rien transmis à mes enfants. J'ai rien transmis à mes enfants parce que quand j'étais petit, on m'a beaucoup embêté avec la religion, en fait. J'ai fait le chat du rabbin, peut-être pour avoir rien à transmettre d'eux. Je suis quelqu'un de très embêtant quand même, parce qu'il n'y a pas plus juif que moi. Ne me parlez pas de circoncision, parce que quand je vais vous dire que j'y suis pas favorable, on va perdre beaucoup d'auditeurs. Je sais même pas si mes enfants se considèrent comme juifs. Et je ne sais même pas si ça m'attriste. Donc vous voyez, je suis un mauvais client pour tous ces questionnements-là, mais le fond du truc, c'est que j'adore les histoires, j'adore les destins, j'adore les dynasties. Je suis quelqu'un, paradoxalement, de très peu identitaire. Donc c'est un paradoxe que j'ai pas beaucoup creusé. Pourquoi mes livres sont tellement juifs et pourquoi ma vie l'est si peu. Si on dit ça devant mes copains, ils vont être morts de rire parce que je passe mon temps à faire des prières. Dès qu'on prend l'avion, je fais schéma 3 fois. Mon fils a bientôt 3 ans, je lui ai toujours pas coupé les cheveux. Donc on va dire que je suis pétri de paradoxes. Et je suis bien obligé de dire que mes enfants, je leur ai rien transmis. Et on va voir ce qu'ils fabriquent.
Oui, en plus, moi, je suis pas du tout d'accord sur le fait que vous n'êtes pas juif, puisque je pense que vous êtes une des voix juives, vous commentez énormément l'actualité. Enfin, c'est quelque chose qui est important dans votre vie, et qui est peut-être de plus en plus important. Enfin, c'est ce qu'on comprend dans la synagogue, un petit peu. Je ne crois pas être de plus en plus juif, je crois juste qu'on est un certain nombre de paumés comme moi à se retrouver. Si je voulais être prétentieux, je dirais autour de mes livres, mais on va dire que ça donne une raison de discuter. Mais il y a toute une génération, la mienne est peut-être un petit peu plus jeune, qui ne sait pas trop quoi faire de la religion, qui n'a pas envie non plus d'être dans du rien, et qui trouverait dommage que cette voix juive disparaisse en France, parce qu'elle est peut-être utile au débat quand même. Donc moi je suis ravi si on reste dans de l'indéfini. J'ai pas très envie qu'on me définisse. Vous ne trouverez pas plus juif que moi, mais je suis un juif qui transmet bizarrement. Et j'ajoute, on n'a pas encore abordé le sujet parce que c'est l'aspect le plus sombre de ma petite pensée, je ne sais pas pendant combien de temps va vivre en métropole le judaïsme du Maghreb. On avait des juifs en Algérie, en Tunisie, au Maroc, qui sont partis, qui sont arrivés pour beaucoup en France en 61, à qui on a donné les clés de synagogues vides, qui ont créé en France un judaïsme vivace, compatible avec la nation, qui a amené beaucoup de choses, des idées, du talent, du travail. Et je crois qu'ils sont sur le départ. Je crois qu'il y a le phénomène des départs en Israël est peut-être pas aussi nombreux qu'on veut bien le dire. Et puis, il y a beaucoup de mensonges là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a des juifs qui racontent qu'ils partent en Israël, mais en fait, ils sont toujours ici. Ils ont un appart à Ramat Gan, et puis c'est tout. Mais tout de même, il y a un mouvement. Mais il y a un racornissement de la vie intellectuelle juive en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait parler un intellectuel juif, c'est un homme âgé aux cheveux blancs, j'ai rien contre les vieux, mais en général il est de droite, en général il est presque raciste, en général il est presque homophobe. Moi ça me met un peu mal à l'aise, mais il ne se projette pas dans l'avenir. Je vois pas, et peut-être que ça arrive, je vois pas une jeune pensée juive en France, non religieuse, qui se dise on fait partie de la polyphonie européenne, on a une histoire à transmettre, on a une situation privilégiée de proximité avec le Maghreb, de proximité avec le monde arabe, qui peut, hors du prisme du Proche-Orient, amener des solutions, amener des discussions. Et mon pessimisme vient du fait que si les Juifs du Maghreb s'en vont de France maintenant, l'histoire oubliera très vite qu'ils sont passés, parce qu'ils sont arrivés dans les années 60. Moi, je trouve cette histoire juive séfarade unique par le fait que ce sont des personnes qui ont été contraints à la tolérance, contraints à l'ouverture aux autres populations, puisqu'ils n'avaient pas vraiment le choix. Aujourd'hui, on voit bien que les Juifs de France se projettent soit en israélien, soit, je ne sais pas où d'ailleurs, je ne sais pas où ils veulent aller, mais j'en vois très peu qui se projettent en séfarade du futur, pour faire une blague sur la BD de Riyad Satouf. Je ne sais pas si c'est grave ou si c'est pas grave que ça disparaisse. Je sais qu'on travaille sur la série télé du Chat du Rabbin avec Benjamin Charbit en ce moment, qui est un immense scénariste, et il m'a dit, mais en fait, ta BD, le sujet, c'est faut-il se débarrasser du judaïsme? Alors évidemment, j'étais pas bien quand il m'a dit ça. Il dit, mais si, regarde, quand on est trop... C'est comme la musique. Si on est trop traditionnel, on met ça au congélateur et ça n'évolue pas. Si on fait trop de world music, au bout d'un moment, ça donne le festival du jazz de Nice, il n'y a jamais un jazzman. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce truc dont on a hérité? Pourquoi j'ai pas transmis à mes enfants? Parce que moi, ça m'a écrasé. Parce que moi, j'ai passé ma vie, chaque moment de ma vie est écrasé de judaïsme, que ce soit la sexualité, que ce soit la cuisine, que ce soit la politique, que ce soit la littérature. C'est pas possible, c'est une obsession. Donc, si j'arrive à leur éviter ça comme mal au dos, franchement, voilà, donc c'est une question ouverte chez moi. Je pense chez beaucoup de monde, et moi je me demande si le judaïsme du futur, justement, ne sera pas un mélange de tout ça, de séphardisme, est-ce qu'il n'y a pas un judaïsme français? C'est une question que je me pose. On est la troisième communauté juive au monde, et je crois que celle où il y a le plus et de séfarades et d'ashkénazes. Est-ce que ça ne peut pas donner un mélange intéressant? Ça, c'est votre opinion. C'est une question que je... Non, mais c'est une très jolie question de se demander si la voix française a quelque chose à faire. Moi, je le demandais un peu autrement. Je disais, on a la plus grande communauté musulmane et la plus grande communauté juive en Europe. C'est pas possible qu'on soit pas capable d'inspirer le monde entier avec les jolies choses qu'on pourrait créer. Après, ça fait longtemps que l'envie de tendre la main à des gens qui me la mettent dans la gueule m'est passée. C'est-à-dire que moi, je suis très décomplexé, je parle de ma tradition très facilement, et quand les gens ont envie d'en parler avec moi, avec grand plaisir, quand au bout de 2 minutes, on me demande de répondre sur la politique israélienne, je vais laisser les gens avec leur propre névrose. Je suis pas là pour les aider à ça. Voilà. Mais si malgré tout, on peut créer quelque chose en France, j'en serais très content. Tous les tomes du Chat du Rabbin ainsi que la BD La Synagogue de Johann Sfar sont publiés aux éditions d'Argo. La vérité si je m'en pue est un podcast produit par Milim de Elisa Azegui-Burlac et Myriam Levin.
Musique du générique de Sarah Pérez, alias Charou.